Est-ce qu'il y a un lien entre colonialisme et la déclaration Balfour? Oui, bien sûr. Mais là, il s'agit du colonialisme anglais, il n'y a pas de colonialisme juif. Les Anglais ont besoin du projet sioniste pour s'installer en Palestine. Si on fait abstraction de l'histoire longue de l'Occident et de l'histoire longue de l'islam, on ne comprend rien à ce conflit. Les Nations Unies ne créent pas l'État d'Israël ni l'État de Palestine. Les Nations Unies recommandent le partage du territoire en deux États. Ils reprennent exactement la proposition anglaise de 1937, 10 ans avant. Ce qui m'a frappé, c'est que les Israéliens, qui sont dans ce qu'on appelle les territoires occupés, sont en fait prisonniers, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Les Juifs sont interdits dans cette partie-là du territoire. Vous pouvez très bien être imprégné par le texte et considérer que la légitimité de votre peuple est sur cette terre, parce que cette terre, c'est celle où le texte fondateur a été écrit dans la langue fondatrice qui n'est pas l'araméen mais l'hébreu, sans croire en Dieu et sans même mettre les pieds à la synagogue. La malédiction dans cette histoire, c'est que Georges Bensoussan, dans la première partie, nous en étions restés aux années 40 et à la création de l'État d'Israël. On n'avait pas encore abordé les conditions de cette création. Et donc ma question, elle sera assez simple, peut-être un petit peu plus difficile dans la réponse. Est-ce que la création de l'État d'Israël, donc en 1948, est le produit du sionisme, du contexte international et notamment de la Shoah? Quelles sont les principales lectures historiographiques de cet événement? Et selon vous, quelle est la plus fidèle aux faits? Oui, en 1948, la création de l'État d'Israël, c'est un peu un concours de circonstances qui est lié précisément à ces années troublées de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'a beaucoup joué, non pas tellement la mémoire de la Shoah comme on le croit souvent, parce que la mémoire de la Shoah en 1948 n'est pas établie comme elle l'est aujourd'hui. Les historiens n'ont pas encore fait le travail remarquable qui a été fait. On sait que les Juifs ont eu énormément de pertes pendant la guerre. Le décompte exact, on ne le connaît pas encore tout à fait. Et les rouages du meurtre de masse, en particulier les usines de mort qui étaient Belzec, Chelmno, Treblinka, Sobibor, ne sont pas connus encore, ce qu'on appelait l'opération Reinhardt en 1942-43. C'est plutôt le contexte de la guerre froide qui va beaucoup jouer, qui va jouer en faveur de la création de l'État d'Israël. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le colonialisme? Le sionisme en tant que tel, on l'a dit tout à l'heure, le sionisme n'est pas un mouvement de colonialisme, c'est une colonisation de peuplement, ce qui est tout à fait différent. Je le rappelle parce que c'est très important, le colonialisme s'appuie toujours sur une force armée, il dispose d'une métropole et il arrive en étranger sur une terre conquise. Vous n'avez aucun de ces trois éléments dans le sionisme. Il n'a pas de force armée, la Haganah n'est qu'une simple milice de 20 000 hommes, il n'a pas de métropole, où est la métropole des Juifs? On n'a jamais vu une situation où les Juifs sont à la fois la métropole et la colonie. C'est absurde. Et, ce que vous appelez une métropole? Une métropole, par exemple, quand la France colonise l'Algérie, la France est la métropole. Une base arrière, si vous préférez. Oui, et est-ce qu'il arrive en étranger sur la terre qu'il convoite? C'est difficile d'admettre que les Juifs viennent coloniser la Judée. On est dans l'absurdité totale. Et quand je dis cela, on peut rappeler toute la littérature chrétienne, toute la littérature occidentale qui associe les Juifs à ce territoire, et en particulier chez Chateaubriand, cette formule extraordinaire dans Itinéraire de Paris à Jérusalem, les Juifs, c'est légitime, maître de la Judée. Donc il n'y a aucun processus colonialiste ici. Mais colonisation de peuplement, oui, bien sûr. Mais colonisation de peuplement, au même titre que Marseille est une colonie grecque 6 siècles avant l'ère chrétienne. Mais vous dites pas retour? Pardon? Vous dites pas retour? Mais j'y viens. Alors reprenons d'abord le premier mot colonialisme. Est-ce qu'il y a un lien entre colonialisme et la déclaration Balfour en 1917 qui promet un foyer national juif aux sionistes? Oui, bien sûr. Mais là, il s'agit du colonialisme anglais. Il n'y a pas de colonialisme juif. À savoir que les Anglais, effectivement, avec la déclaration Balfour, ont besoin du projet sioniste pour s'installer en Palestine. Mais ils ont leurs propres raisons. Ils ont en particulier la volonté de défendre le canal de Suez en ayant une base arrière qui s'appelle la Palestine. Pourquoi c'est si important de défendre ce passage par la mer Rouge, le canal de Suez, la mer Rouge? Parce que c'est la route des Indes. Et les Indes, c'est le joyau de l'Empire britannique. D'autre part, il y a le prestige pour une puissance occidentale de dominer les lieux saints. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans une économie psychique très largement chrétienne. Et surtout chez les Anglais, où la laïcité à la française et où la sécularisation à la française n'a pas pénétré autant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs un troisième facteur,
c'est que dans la classe politique anglaise, vous avez une partie de courant anglican qui est très attachée au retour des Juifs en Terre Sainte, comme ils disent. Les Juifs ne parlent jamais de Terre Sainte, ni les musulmans, hein, en Terre Sainte, parce que pour eux, c'est le signe annonciateur du retour du Christ sur la terre, c'est-à-dire de la parousie, du règne de 1000 ans. Bon. Et il y a tous ces éléments-là qui se combinent. Bon. Donc, d'une certaine façon, les Anglais ont profité du sionisme pour s'installer et les Juifs ont profité de la volonté anglaise de s'installer dans cette région pour obtenir ce que Herzl avait tenté d'obtenir durant les 8 années où il était à la tête du mouvement sioniste, une charte internationale reconnaissant les droits, non pas d'un État, mais d'un foyer national juif. Bon, ça c'est le premier Donc point. ils ont profité de ce colonialisme britannique, mais eux n'ont pas initié ça. C'est-à-dire qu'ils non, ils n'ont pas initié. Il y avait les conditions. Les conditions étaient réunies, et les conditions ont été réunies parce que nous sommes en guerre en 1917. Et que dans cette guerre que se livrent les puissances centrales et les puissances alliées, les deux camps cherchent à se concilier le mouvement sioniste. Un mouvement sioniste qui est squelettique, qui est frêle, qui n'est pas grand-chose, mais dans le fantasme... Pour rappeler un peu les chiffres. Le mouvement sioniste, c'est simple, il est né en 1897, il se réunit au début un congrès par an et ensuite un congrès tous les 2 ans, mais financièrement, il est à sec, il n'a rien, c'est une puissance dérisoire. Mais alors pourquoi avoir prêté une telle puissance au mouvement sioniste qui fait que les Allemands s'y intéressent, même les Français, qui sont fondamentalement hostiles à l'idée d'un État juif, s'y intéressent? C'est la déclaration du ministre Cambon en juin 1917, c'est parce qu'on est dans le fantasme antisémite, c'est-à-dire un fantasme qui prête aux Juifs une puissance capitale, une puissance énorme. Pour la première fois, je dirais que le fantasme antisémite profite aux Juifs. Bon, en réalité, le sionisme, c'est rien sur le plan organisationnel. C'est une petite équipe dont les caisses sont vides et qui s'est réfugiée au Danemark, à Copenhague, parce que le siège était à Berlin et il est évident qu'il a choisi un pays neutre pendant la guerre. Donc les uns et les autres cherchent à le concilier. La déclaration Balfour, c'est la volonté britannique de se concilier le projet sioniste, et ils ont coiffé les Français au poteau qui avaient exactement la même ambition. Bon, les Anglais ont été plus rapides et surtout les Anglais étaient sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en Égypte. Bon, ils ont dit ils interviennent rapidement. Voilà le lien. Bon. Et en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que les Anglais s'engagent avec la déclaration Balfour à créer un foyer national, ce n'est pas un État. Un foyer national juif en Palestine et pas sur toute la Palestine. La Palestine, c'est quoi à l'époque? C'est les 2 rives du Jourdain, il faut le rappeler. Et en même temps, quand on regarde l'histoire à partir de 1918, quand les Anglais s'installent vraiment en Palestine, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en 1939, c'est que les Anglais n'ont pas cessé de reculer sur la déclaration Balfour. Ils l'ont détricotée, si vous voulez. Pourquoi? Parce que la déclaration Balfour faisait en sorte que le monde arabe leur était de plus en plus hostile. Or, non seulement ils ont des intérêts dans le monde arabe, bien sûr, ils vont avoir des intérêts pétroliers de plus en plus importants, moins que les Américains, mais tout de même. Et ils ne peuvent pas, quand la guerre se profile avec Hitler en 1938-39, se mettre à dos le monde arabe parce qu'il leur faut les mains libres en Europe pour juguler la menace hitlérienne. Bon. Donc, en clair, la lune de miel favorable à l'embellie si vous voulez, entre les Anglais et le mouvement sioniste a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Et ensuite, c'est un détricotage constant. Ça, c'est le premier point. Alors, quel lien entre le contexte international en 1945 et la création de l'État d'Israël? Il y a 2 éléments. On croit souvent que l'Occident a été envahi par une vague de culpabilité en 1945 qui fait que, d'un commun accord, il s'est engagé à créer un foyer national juif et un État juif. La Shoah. En Palestine, c'est la Shoah, bien sûr. En compensation, le terme est affreux, mais on va mettre des guillemets, en compensation des crimes commis. C'est une vue de l'histoire totale. Ça, c'est une vue totalement erronée. C'est une vision actuelle que nous projetons sur le passé. Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais il y a 10 ans, par exemple, le sentiment de culpabilité était puissant dans le monde occidental, qui a trempé dans le crime. Ce n'est pas l'auteur du crime. L'auteur du crime, c'est l'Allemagne et ses alliés. Mais tout de même, il y a eu des complicités à l'échelle européenne, sans oublier qu'il y a aussi une solidarité à l'échelle européenne pour sauver les Juifs, très importante. On ne peut pas non plus l'ignorer. Et ça, c'est donc notre vision actuelle, la culpabilité. Mais en 1945, il n'y a pas cette culpabilité. On sait que les Juifs ont beaucoup souffert. Dans quelle mesure, dans quelles conditions, comment le meurtre industriel a été exécuté. Et encore, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On est très loin de savoir. Il faut attendre les premiers ouvrages de Reitlinger en Angleterre, de Poliakov en France en 1951. Et quand Raoul Hilberg termine sa thèse en 1956, son grand livre « La destruction des Juifs d'Europe », il ne trouve aucun éditeur aux États-Unis. Il trouve finalement un tout petit éditeur 5 ans après la publication, après la soutenance de la thèse, en 1961, un tout petit éditeur. Bon,
C'est ensuite que la mémoire de la Shoah a eu la place importante que l'on sait aujourd'hui. Donc ça, on peut l'éliminer, la mémoire de la Shoah. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité du côté de la classe politique américaine. Jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 70, même je dirais. 70. Le grand tournant, c'est la fin des années 70. Les États-Unis étant en guerre. Ça sera intéressant de voir pourquoi. Les États-Unis étant en guerre, ils pensent avoir fait leur travail que de vaincre la machine de guerre nazie. Les Anglais, c'est encore plus probant. Ils sont en guerre depuis le premier jour. Bon. Et ils ont été en guerre seuls entre l'été 40 et l'été 41. Ils ont affronté seuls la machine de guerre allemande. Donc, sentiment de culpabilité britannique, aucun. Sur le fond. Et d'ailleurs, le fait est que lorsque les Nations Unies décident de créer 2 États en Palestine, un juif et un arabe, ils s'abstiennent en 1947. Alors c'est autre chose qui a joué. Cette autre chose, c'est la guerre froide. À savoir que la guerre froide, elle est déjà présente de façon subreptice dans les linéaments dès 1945. C'est en 1946, je crois, que Churchill prononce son fameux discours sur le rideau de fer, le discours de Fulton. Et c'est en 1947 qu'on est vraiment de plein pied dans la guerre froide. Le plan Marshall, c'est du 5 juin 1947. Et toute la mise en place de l'Europe divisée en deux derrière le mur du mouvement communiste, c'est 1947-1948. Le coup de force de Prague, c'est février 1948. Et dans ce jeu de grande force entre le monde occidental et le monde communiste soviétique, la Chine est encore à part dans cette histoire, les soviétiques, Staline en l'occurrence, est convaincu, il va vite comprendre qu'il se trompe, est convaincu que le foyer national juif qui va devenir l'État d'Israël sera du côté soviétique. Et c'est ce qui fait qu'il appuie la demande des sionistes de créer un État en Palestine, pas sur toute la Palestine, mais en Palestine. Le discours le plus favorable à la cause sioniste aux Nations Unies en mai 1947, c'est le discours du soviétique, Andrei Gromyko. Et les soviétiques feront tout pour voter en faveur du plan de partage. Et les soviétiques disposent, on ne le sait pas généralement, de 3 voix à l'ONU. Bon, pour 3 républiques. Donc, ils ont 3 voix qui vont jouer dans le vote final. Bon. C'est donc ça, c'est ce jeu de la guerre froide. Pourquoi les soviétiques ? Pourquoi les soviétiques ? Parce que, je viens de le dire, parce qu'essentiellement, ils sont convaincus que le futur État juif sera socialiste et il sera dans le camp de l'Union soviétique. Et pourquoi c'est si important ? Parce que ça permet aux soviétiques d'avoir accès à la Méditerranée. D'accord. C'est le vieux rêve russe de percer dans les mers chaudes, de passer les détroits de c'est géostratégique. C'est géostratégique, c'est tout. Et un peu politique quand même. Oui. Alors, politique conscience. Il y a un rapport entre le sionisme et le communisme, d'une certaine manière. Il y a un rapport, je dirais, beaucoup plus dans les années 20, vous avez raison, les années 20, les années 30, parce que le mouvement sioniste, sa structure, sa colonne vertébrale, était un mouvement de gauche, très marqué à gauche, très marqué même par l'influence bolchevique avec les arrivants des années 1920, et le kibbutz, qui est une création totalement pragmatique des années 1910, va prendre à partir des années 20 une coloration franchement communiste, avec une dose d'idéologie collectiviste, qui est vraiment du ressort de l'idéologie. Et est-ce qu'il n'y a pas des liens culturels, linguistiques ? Il y a beaucoup de Russes. Des liens, vous avez raison, des liens culturels sont considérables parce qu'une bonne partie de cette immigration ashkénaze en Palestine, c'est une immigration qui vient d'Europe de l'Est et qui vient essentiellement de la Pologne, de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, ce qu'on appelle aujourd'hui les États baltes, c'est-à-dire d'un monde qui a été forgé par la culture russe et qui éprouve une nostalgie profonde pour la langue russe. Et le monde russe en règle générale, bon, malgré les violences, malgré les pogroms. Donc il y a effectivement des sympathies naturelles. Il y a même, j'ajouterais, une admiration sincère de Ben Gourion, le chef du mouvement sioniste, pour Lénine, non pas du tout pour le communiste Lénine, mais pour le chef de guerre Lénine. C'est-à-dire qu'il se rend plusieurs fois en Union soviétique au début des années 20 et il est fasciné par le bolchevisme du régime communiste, c'est-à-dire ce côté autoritaire, centralisé, qui prend en main toute la nation, non pas encore une fois dans un sens collectiviste, mais dans un sens volontariste. C'est un peu ce dont il rêve pour le sionisme, mais seulement ça n'est pas du tout réaliste. Tous ces facteurs jouent du côté futur israélien. Et du côté soviétique, ce n'est pas la culpabilité de la Shoah, même si les soviétiques sont aux premières loges, ils ont assisté à la Shoah par balle, comme on dit, c'est vrai, c'est d'abord un calcul géostratégique, essentiellement. Et donc, les sionistes vont profiter de cette fenêtre de tir des années 45-48, de profiter de l'antagonisme entre les uns et les autres pour faire passer leur projet d'État juif aux Nations Unies, et c'est fait en novembre 1947. Donc aux Soviétiques. Grâce aux Soviétiques, pour l'essentiel, et même grâce aux Soviétiques, même sur un deuxième plan, parce que les armes qui vont permettre à la milice juive, la Haganah, devenue Tsahal,
en mai 1948, c'est-à-dire 10 jours après l'indépendance, ces armes sont d'origine tchèque. Or, les Tchèques, en 1948, sont passés du côté communiste. C'est le fameux coup de Prague de février 1948, où les communistes s'emparent du pouvoir par la force. Et sans le feu vert de Staline pour la vente des armes tchèques, essentiellement les usines Skoda, sans le feu vert de Staline, jamais les armes tchèques n'auraient pu être livrées aux Israéliens. Armes tchèques qui n'ont pas été données d'ailleurs, elles ont été vendues. C'est donc essentiellement les armes venues du bloc de l'Est qui vont permettre aux Israéliens de l'emporter en 1948. Ce n'est pas le seul facteur de leur victoire, c'est un facteur important. Et les armes tchèques arrivent dès le mois d'avril 1948. Mais pour revenir à la question initiale... Parce que là, on n'a pas encore parlé de la guerre de 1948. Oui, mais pour revenir à la question initiale, c'est quel est le facteur explicatif de la naissance d'Israël qui paraissait improbable en 1938 et qui est réalisé 10 ans plus tard en 1948. Je crois qu'il y a tous ces facteurs conjoncturels. On met de côté la Shoah, mais largement la guerre froide. Et un deuxième facteur qui, lui, à mon avis, est beaucoup plus important que tout le reste, c'est tout simplement le travail de terrain des sionistes. C'est-à-dire que sans le travail de terrain de 70 ans de sionisme depuis 1881, date de la première vague d'immigration yéménite, suivie par la vague d'immigration russo-roumaine de 82, et sans les réalisations sur le terrain des sionistes, qui étaient une poignée en 1900, 50 000 au grand maximum, 60 000. On pense qu'à la veille de la guerre de 14, la communauté juive aurait avoisiné les 80 000 personnes sur environ 800 000 habitants. Ça fait 10%, à peu près. Et une partie d'entre cette communauté juive n'est pas sioniste. Ce sont les orthodoxes qui sont complètement à l'écart. Orthodoxes ashkénazes. Non, ce qui va permettre aux sionistes de l'emporter, c'est qu'ils vont passer de 80 000 à 600 000 en 20 ans. C'est ça que vous appelez un travail de terrain? C'est la construction? C'est la démographie, mais pas seulement. C'est la démographie, mais c'est la création d'énormément d'implantations agricoles, la création d'industries. C'est ça. Les premières industries en Palestine, en dehors du textile et du savon réputés dans la région, industrie métallurgique, textile, industrie d'électronique même et d'électricité, la mise en place d'un réseau d'électricité, c'était totalement inconnu, avec une grande firme sous l'égide d'un entrepreneur juif, Rothenberg, qui a créé la première centrale électrique en 1929, etc., etc., les premières compagnies de transport, un système d'assurance santé, d'assurance maladie qui n'existait pas, l'équivalent de la sécurité sociale, qui fait qu'un travailleur affilié au syndicat bénéficiait de soins gratuits. Ça, c'est les années 30. Donc, toute la mise en place du futur État d'Israël, elle se joue avant la Shoah. Ça veut dire 1940. que concrètement, tout le monde se met au travail. Tout le monde est au travail. C'est une société très productive. Et il est intéressant à ce moment-là de lire les rapports des observateurs étrangers, des ministres français, des parlementaires britanniques qui viennent voir ce que font les autorités mandataires, des journalistes internationaux. Albert Londres, pour la France, en 1929, ils sont admiratifs. Admiratifs devant cette création d'une ville nouvelle qui s'appelle Tel Aviv depuis 1909 et qui est devenue en 1939 une métropole de 200 000 habitants, où l'on parle l'hébreu couramment, où l'hébreu est redevenu langue maternelle. C'est vraiment une nation qui a repris naissance sur la terre des ancêtres. Ce n'est pas une création artificielle coloniale. C'est une véritable nation qui existe en bonne et due forme en 1939, à la veille de la guerre. Et d'ailleurs, quand les Anglais, 2 ans plus tôt, en 1937, proposent de partager la Palestine en 2 États, le rapport britannique est très clair, c'est le rapport Peel. Il dit très clairement, si demain nous accordions l'indépendance aux Juifs, ils sont tout à fait capables de créer leur État en moins de 10 jours. Pourquoi ? Parce que les structures sont là. Et c'est ce qui explique la victoire de 1948. Ils ont créé des structures politiques, sociales, universitaires, économiques. Les grandes entreprises qui existent encore aujourd'hui, la Tnuva, entreprise agricole, Tadiran, entreprise électronique. Vous avez en Israël énormément de climatiseurs Tadiran. Il suffit de regarder un peu partout. Un certain nombre d'autres entreprises, je ne vais pas entrer dans tous les détails, ont été créées avant 1939. Donc, ils se sont donné les moyens de passer au stade étatique très tôt. Alors qu'en face, la société arabe, pour des raisons qu'on pourrait éventuellement voir, n'ont créé aucune institution. Ce qui fait que lorsque les Anglais se retirent en 1948, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun cadre étatique. Parce que là, la variable religieuse ne joue pas. Il n'y a pas dans le monde musulman de volonté de créer des États. La seule nation qui existe, c'est l'Oumma. Elle n'a pas de frontières. Et là, on tombe sur la question de l'identité palestinienne. L'identité palestinienne, elle se forge lentement, mais en réaction à l'identité israélienne.
Il n'y a pas d'identité palestinienne préexistante au Et sionisme. puis le projet de nation, c'est un projet sioniste Occidental. basé aussi C'est un sur... projet sioniste, c'est un projet totalement occidental. Et puis basé sur la religion, sur les fondements religieux. Absolument. Et je voudrais revenir sur... Je vais donner un exemple qui est édifiant. Il y a quelques années, j'ai visité le musée de la nation palestinienne à Ramallah, qui est une zone interdite aux Juifs. Bon. J'ai pu visiter le musée grâce au consul français et je me suis aperçu d'une chose, c'est que la première image d'une très belle exposition, qui est très bien faite d'ailleurs, la première image de l'histoire de la Palestine arabe, c'est la cueillette des olives au début du XXe siècle. Bon, très bien. Mais ce qui est plus important, c'est la deuxième image. La deuxième image, c'est une photo du congrès sioniste de Bâle en 1897. Et entre les deux, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout se passe comme si les Palestiniens étaient en train de nous dire: nous sommes nés d'une réaction au sionisme. En réaction au sionisme, l'identité palestinienne s'est édifiée. Mais globalement, jusqu'en 1914, les Arabes de Palestine, qui sont moins de 800 000, il faut garder les chiffres de grandeur en mémoire, les Arabes de Palestine ne se sentent pas palestiniens, sauf pour une minorité d'entre eux qui emploient le mot Palestine. La masse paysanne, c'est une société paysanne, massivement rurale, ne se sent pas palestinienne, elle se sent d'abord et avant tout musulmane. Quand on leur demande à quel cadre appartenez-vous, ils répondent la famille, le village, le clan et la Oumma. C'est la Oumma, le cadre d'appartenance. C'est pas la Palestine, ça veut rien dire pour eux. Ça. Et si on leur demande de préciser géographiquement d'où ils viennent, ils diront, pour les plus cultivés d'entre eux, je viens de la Syrie du Sud, Souria al-Janoubia, c'est l'expression en arabe qu'ils emploient tout le temps. La Palestine, ça éclot doucement dans les années 20, dans les années 30, et en fait, ça éclot parallèlement à une islamisation très profonde du combat palestinien dès les années 20, c'est les années 20 du XXe siècle. Oui. Donc effectivement, la nation, qui est une notion occidentale, une notion issue de l'Europe des Lumières et de la Révolution française, c'est là-dessus que je voulais insister, qui a son origine profonde. En fait, cette vitalité-là, cette force-là, elle n'est pas que idéologique pour des raisons, je dirais, de modernité, etc. C'est ancré dans le peuple juif, se conçoit comme peuple, et il lui faut une terre. Donc la nation... Alors, vous avez raison, le peuple juif ne s'est jamais conçu comme une religion. Ça, c'est une invention des non-juifs. Les non-juifs, et surtout aujourd'hui, dans notre époque de laïcisation, sécularisation complète, où les églises sont globalement désertées, malgré un recul, malgré une avancée un peu timide de la foi chrétienne, globalement, la société est déchristianisée. J'apprends rien à personne en le disant. Tout le monde peut visiter les églises de village. Le dimanche matin, elles sont quasi vides. Bon. En revanche, du côté juif, l'immense majorité du peuple juif avant la création d'Israël s'est toujours considéré comme un peuple dispersé ou comme une nation dispersée, mais ceux qui ne se sont considérés uniquement comme une religion sans attache patriotique et sans attache nationale, c'est essentiellement le judaïsme occidentalisé d'Europe de l'Ouest et plus tard des États-Unis. Par exemple, les Juifs français, après l'émancipation de la Révolution française, ne se considèrent plus comme un peuple, ni comme une nation. Et eux sont, surtout dans la bourgeoisie juive française, profondément hostiles au sionisme. Parce qu'ils considèrent que cette vision d'un État juif, par un peuple juif, une nation juive, est une vue de l'esprit. C'est une vue de... C'est une notion... Ou arriérée, ancienne. Arriérée, totalement archaïque, ça ne signifie rien. Comment voulez-vous recréer l'État juif de l'époque de Bar Kokhba, etc. Vous êtes des rêveurs, vous êtes des utopistes, et vous allez entraîner une catastrophe. Bon. Mais la masse du peuple juif, ce n'est pas la France. La France, c'est marginal dans cette histoire. La masse du peuple juif, c'est l'Europe orientale, c'est l'Europe ashkénaze. 80% des juifs du monde parlent le yiddish, avant 1914. Et puis la deuxième grande masse, c'est la masse arabo-musulmane, qui elle aussi se considère comme un peuple en dispersion. Et donc pour eux, la notion de nation, elle est d'autant plus évidente aussi que, il ne faut pas oublier que aussi bien les juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, avant la Seconde Guerre mondiale, que les juifs du monde arabo-musulman vivent entre eux. Ils vivent déjà sous la forme d'une quasi-nation, qui ont des institutions autonomes, qui ont une très large autonomie administrative, qui leur sera progressivement supprimée avec l'indépendance de la Pologne, de l'Union soviétique et du reste. Mais avant 1914, le régime est encore celui d'une grande autonomie des communautés. Donc, que ces communautés passent ensuite au stade de la nation, c'est une évolution logique. Ils ont toujours vécu comme ça. Pour un juif français ou un Français juif aujourd'hui, c'est incompréhensible. Un Français juif depuis la Révolution française, il est français dans la sphère collective
En tant que citoyen, il est juif chez lui, en privé ou à la synagogue. Depuis Napoléon, d'ailleurs. Depuis Napoléon. Ça a été après le l'une des grand conditions de Sanhédrin. l'intégration. Voilà, c'est ça. C'est le consistoire, 1806, le grand Sanhédrin, 1808, c'est tout à fait ça. Donc ce travail de terrain, c'est là-dessus qu'on en était. Oui, mais c'est ce travail de qui a terrain qui abouti explique très rapidement en l'État d'Israël. 1948. Voilà. Pour ceux qui disent aujourd'hui, c'est une vision courante, que l'État d'Israël est né de la Shoah, c'est une vision totalement erronée, là aussi, c'est une Et vue anachronique, d'esprit, voilà, il faut le souligner. parce que l'État d'Israël, sans le travail des sionistes avant 1940, n'aurait jamais vu le jour, avec toutes les résolutions de la Terre les plus favorables, avec le soutien unanime de la Terre, si l'on veut, et ce n'était pas le cas, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël, parce qu'il fallait que les bases aient d'abord été posées, et les bases, qui les a créées? C'est le mouvement sioniste profond pendant 70 ans, et qui a refait de l'hébreu, non pas une langue vivante, parce que l'hébreu a toujours été une langue vivante. L'hébreu a toujours été parlé, rarement, mais entre les différents juifs, différentes communautés. L'hébreu n'était plus une langue maternelle, il l'est redevenu. Donc qui a refait de l'hébreu une langue maternelle, une langue d'enseignement depuis l'école primaire jusqu'à l'université? C'est le mouvement sioniste. Première université hébraïque, c'est 1925, Jérusalem. Bon. Donc un peuple, une terre, une langue Oui. et des infrastructures, une organisation politique presque naturelle qui a toujours existé. Et une nation. Et donc la preuve même qu'on n'a pas affaire à une religion, mais bel et bien à une nation, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une forme de destinée commune entre juifs de différentes origines. C'est vrai que si vous prenez un riche juif anglais et un juif yéménite qui est du fin fond de la montagne, vous aurez du mal à dire, mais qu'est-ce qui les unit? Et qu'est-ce qui les unit, si vous faites une analyse un peu plus fine? C'est malgré tout, d'abord, si les uns et les autres ont attaché à la pratique religieuse la référence au texte sacré, c'est-à-dire à la Torah et au Tanakh, qui est l'ensemble de la Bible, et puis aussi une condition juive qui, qu'on le veuille ou non, a des points communs entre la Grande-Bretagne et le Yémen, à savoir une condition plus ou moins soumise, et bien franchement soumise au Yémen, plus ou moins honteuse, plus ou moins difficile. C'est tout cela qui fait le substrat d'une identité juive. Mais je ne comprends pas, ou alors c'est pourquoi vous mettez de côté en fait la religion? Non, je ne mets pas de côté, parce que... Mais ce n'est pas la religion au sens où on l'entend, où les juifs occidentaux l'entendent, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, ce n'est pas la religion, une religion un peu édulcorée, au sens où les juifs occidentaux l'entendent, et une religion dont on finit par mal comprendre qu'est-ce qui peut la différencier du christianisme, par exemple. D'autant que le christianisme est né du judaïsme, c'est une banalité de le redire. Non, la religion est centrale. Pourquoi? Mais pas la religion au sens de la foi en Dieu, au sens de la croyance. La religion au sens de la référence au texte. Le texte fondateur, c'est la Bible, et l'attachement au texte fondateur n'a rien à voir avec la croyance en Dieu ou avec la pratique de la religion juive, le respect de la cacheroute, du Shabbat, etc. Vous pouvez très bien être imprégné par le texte et considérer que la légitimité de votre peuple est sur cette terre, parce que cette terre, c'est celle où le texte fondateur a été écrit dans la langue fondatrice qui n'est pas l'araméen mais l'hébreu, sans croire en Dieu et sans même mettre les pieds à la synagogue. C'est ça la référence au texte. Et sans cette référence au texte-là, il n'y a pas d'attachement à la patrie juive devenue patrie de l'État d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de gens qui reviennent au texte aujourd'hui ne sont pas forcément des croyants pratiquants. Bon, mais ça nous entraîne dans l'actualité immédiate de l'État d'Israël. Est-ce que si on revient juste dans les années 20-30, est-ce que tous les juifs sont lettrés et ont accès au texte? Alors, si l'on prend les juifs de Palestine, et on peut ensuite extrapoler, globalement, si vous prenez les juifs de Palestine en 1914, l'alphabétisation des juifs pour les hommes tourne autour de 92%. Pour les arabes chrétiens, de 72%. Pour les arabes musulmans, de 25%. Okay. Il y a un fossé considérable entre arabes musulmans et juifs, et déjà entre arabes chrétiens et arabes musulmans. C'est ce qui explique que les débuts du refus du sionisme chez les Palestiniens, ce sont des refus des arabes chrétiens. Bon. Ça, c'est la première chose. Si vous extrapolez, c'est-à-dire si l'on prend l'Europe occidentale, ou l'Europe tout court d'ailleurs, pas l'Europe occidentale, l'Europe tout court qui concentre en 1914 80-85% des juifs du monde, eh bien, vous avez là les mêmes chiffres. C'est-à-dire 90 à 95% des juifs masculins, si vous voulez, sont lettrés, alphabétisés, savent lire un texte. Les femmes, beaucoup moins. Alors, on n'est pas dans un niveau d'analphabétisme des pays d'islam, mais on est à un niveau de 60-70%. Si vous voulez. Bon. C'est tout de même un niveau quand même déjà très élevé. Si vous prenez les juifs du monde arabo-musulman, vous avez des chiffres à peu près les mêmes, un peu moins peut-être pour les hommes, 80-85%, pour les femmes, beaucoup moins. Beaucoup moins. Bon.
Voilà à peu près le niveau d'alphabétisation. Il y a un fossé de 1 à 3 en général entre musulmans et juifs. Mhm. Je vous posais la question par rapport à l'importance du texte, hein, bien sûr. Oui. Donc, la question de la Shoah, on l'a vu, la question du travail de terrain du sionisme et l'organisation politique aussi, j'allais dire presque naturelle pour les Juifs de cette époque-là. Est-ce qu'il y a une autre dimension La qui dimension compte importante, c'est que quand l'État d'Israël est créé, la guerre s'ensuit parce que, il y a d'abord un refus de la partie arabe de Palestine d'accepter le plan de partage, puisqu'ils estiment que cette patrie leur revient tout entière et qu'ils n'ont rien à partager avec les Juifs, qu'ils considèrent comme des intrus. C'est leur droit. Seulement, les Juifs ont un lien direct avec cette terre, c'est ce fameux lien symbolique dont je parlais, et on peut difficilement soutenir que quand ils arrivent en Palestine, ils arrivent sur une terre étrangère. En fait, toute cette terre, nous l'avons dit tout à l'heure, toute cette terre leur tient à cœur parce qu'elle parle l'hébreu. Derrière les toponymes arabes et derrière les toponymes hébraïques, vous grattez, vous trouvez tous les toponymes de la Bible juive, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, si vous voulez. Donc, ils n'arrivent pas là en étranger. Et quand ils se remettent à parler l'hébreu comme langue maternelle, ils reviennent à un parcours très ancien. Bon. Mais les Arabes de l'époque ne reconnaissent absolument pas cette existence. Absolument pas. Pourquoi ? Ni Parce que les ça Arabes ça a été effacé, ça a été caché. Ils ne veulent pas par déni, ou est-ce que vraiment il n'y a pas eu de transmission de l'existence en fait des Juifs Il y a les deux, à si vous l'époque. voulez. Il y a ni les Arabes chrétiens ni les Arabes musulmans ne reconnaissent la moindre légitimité quand le conflit commence à s'envenimer. Mais en réalité, Je ne parle pas de la légitimité, je parle de l'histoire là, de l'histoire. de la reconnaissance qu'il y a eu des Juifs dans l'histoire. Oui, lorsque le mouvement sioniste commence à faire son apparition dans les années 1880-90, vous avez des notables des notables musulmans qui reconnaissent le droit des Juifs sur cette terre. Et il y a cette fameuse lettre de l'ancien maire de Jérusalem en 1899, il s'appelle Youssef Ziad al-Khalidi, qui écrit au grand rabbin de France, Zadok Khan, une lettre en français qui lui demande de transmettre à Théodore Herzl. Et cette lettre, qui est une très belle lettre, commence par ces mots « Mon Dieu, à la vérité, c'est bien votre terre ». Il le reconnaît. Tout musulman honnête reconnaît en se fondant sur les sourates 7 et 17 du Coran que cette terre a bien été donnée aux Juifs, Banu Israël, par Dieu. Ça s'appuie sur le Coran, mais est-ce qu'il y a pour eux des preuves écrites, je dirais des historiens, de la transmission terrestre, et non pas en passant par Dieu? Il ne s'appuie pas là-dessus, parce que cette reconnaissance, elle est très brève. Très vite, quand le conflit prend de l'ampleur, ils en arrivent à une position négatrice absolue, c'est-à-dire que les Juifs n'ont aucun droit sur cette terre, ce sont des intrus, ce sont des colonisateurs, et leur mouvement s'apparente au colonialisme, dont je rappelle que l'époque, avant 1914, constitue l'âge d'or. Il faut quand même garder ça en mémoire. Donc les Juifs vont être considérés comme des intrus colonialistes jusqu'à 1948, et même jusqu'aujourd'hui. Oui. Bon, c'est-à-dire que sur le fond, ils ne reconnaissent aucune légitimité. Vous me direz, mais alors c'est en contradiction avec le Coran. Oui, mais effectivement, dans le Coran, vous avez 2 sourates qui parlent clairement du don de Dieu au Banu Israël, c'est-à-dire aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, les musulmans vont vous rétorquer que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas les Banu Israël d'hier, et ils vont également vous rétorquer que les Juifs ont falsifié le message de leur prophète, ils se sont donc rendus indignes de l'élection, et que le peuple élu désormais, c'est le peuple musulman. Donc, même sur le plan des textes sacrés, si vous voulez, il y a une négation totale des Juifs. Pour les chrétiens, c'est à la limite plus facile même, parce que tout l'enseignement chrétien à partir du 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire après la rédaction des évangiles, est un enseignement qui va se dresser contre le judaïsme de plus en plus, jusqu'au moment où le christianisme est reconnu religion officielle de l'Empire au IVe siècle. Et quand on lit les pères de l'Église entre le 1er siècle et le 6e siècle, je pense entre autres à Saint Jean Chrysostome au XVIe siècle, ce sont des textes de plus en plus violents contre les Juifs. Et donc, c'est le peuple déicide. C'est le peuple déicide, et c'est le peuple déicide qui, par le déicide, et pour n'avoir pas reconnu la messianité de Jésus, a perdu le profil de l'élection. Il n'est plus Israël selon l'esprit, il reste Israël selon la chair, mais il n'est plus Israël selon l'esprit, il n'est plus le Vérus Israël. Le Vérus Israël, c'est désormais le peuple chrétien. Bon. Donc, dans les 2 cas de figure, vous avez une négation totale du message juif originel, et la malédiction dans cette histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est que le peuple juif est à l'origine. Et c'est bien l'origine qui pose problème. C'est comme une origine dont on ne peut pas se passer, puisqu'on en vient directement. L'islam est un décalque du judaïsme à certains égards. Le message juif
est profondément la matrice du message chrétien. Ça, aujourd'hui, personne ne peut le nier. D'ailleurs, Nostra Aetate l'a parfaitement reconnu quand le pape Jean-Paul II a dit non seulement vous êtes nos frères aimés, mais aussi vous êtes nos frères aînés. Il a reconnu une vérité. Il y a eu un effort de l'Église catholique considérable depuis 60 ans. Il faut rendre hommage à un certain nombre de prélats chrétiens, de dignitaires chrétiens, au pape en particulier, puis Jean XXIII, mais aussi à un grand nombre d'intellectuels juifs qui ont initié le dialogue, Jules Isaac et beaucoup d'autres. Bon. Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Du côté de l'islam, on n'a rien d'équivalent, absolument rien, pour l'instant. Donc voilà, la situation est là. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que dans la mesure où aucune légitimité n'a été reconnue aux Juifs, et cet État était vu comme un État de voleurs, d'imposteurs, de colonialistes, qui ont arraché cette terre aux Palestiniens, qui ont détruit l'État de Palestine qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'État de Palestine, puisqu'il y a eu une Palestine sous domination turque pendant 4 siècles. Les Anglais sont arrivés en 1917, domination anglaise, et c'est le partage en 1948. On a vu ça dans la première partie. Voilà. Bon. Donc il n'y a jamais eu d'État palestinien. Mais il va y avoir un problème, en revanche, palestinien, avec les réfugiés. Et à partir de ce moment-là, la question des réfugiés, sur laquelle on pourra revenir, c'est une question qui va être instrumentalisée par le camp arabe et qui va rester une sorte d'abcès purulent jusqu'à aujourd'hui. Puisque jusqu'à aujourd'hui, 80 ans après pratiquement, on est à 78 ans après, on parle encore de camps de réfugiés. Tout à fait. Alors, on va revenir au début. L'ONU donc déclare l'existence, admet et déclare l'existence de l'État d'Israël en 1948. Alors, comment ça se passe précisément ? Les Nations Unies ne créent pas l'État d'Israël ni l'État de Palestine. Les Nations Unies recommandent le partage du territoire en 2 États, c'est-à-dire qu'ils reprennent exactement la proposition anglaise de 1937, 10 ans avant. Et finalement, quand on regarde sur la longue période les solutions qui ont été proposées entre 1937 et 1947, c'est toujours la même. 1937, 1939, 1947, 2 États. Oui, mais là, créer ou recommande... C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. C'est-à-dire que libre ensuite aux partis en présence sur place de créer leurs États à partir des institutions qu'ils ont créées. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les Juifs ont créé leurs institutions et qu'ils sont capables de fonctionner comme un pré-État. Ils fonctionnent comme un pré-État. Il faut voir comment se fait la mobilisation militaire chez les Juifs. C'est la mobilisation d'un État. Mais que dit exactement la déclaration de l'ONU La déclaration des Nations Unies préconise le partage de la Palestine en 2 États et avec une zone internationale autour de Jérusalem qui restera sous la coupe des Nations Unies pour éviter les querelles autour des lieux saints. D'accord, bon. Et ce sont donc les États membres qui vont dire si oui ou non ils reconnaissent l'existence d'Israël. Si oui ou non ils acceptent le plan de partage. Il y a 51 États à l'ONU à ce moment-là, nous sommes loin des 200 membres d'aujourd'hui, et il y a 33 voix pour, 10 voix contre, et 13 abstentions. Bon, sauf erreur de ma part, c'est à peu près les chiffres. Ça veut dire que le plan de partage est entériné et que les partis en présence peuvent, sur le terrain désormais, mettre sur pied leur État. Le problème, c'est que la partie palestinienne d'un côté, la partie arabe de l'autre, c'est-à-dire les États arabes voisins, et ils avaient prévenu d'ailleurs, ce n'est pas une surprise, ils avaient dit qu'ils refuseraient tout partage. Donc il faut bien distinguer le plan de partage de la reconnaissance des États. Absolument, parce que la reconnaissance par les Nations Unies, elle n'est pas automatique. Le fait est que l'État d'Israël ne sera reconnu par les Nations Unies qu'en mai 1949, 1 an et demi après la décision du partage. Pas la même chose. Donc l'État d'Israël s'institue comme il en a le droit le jour où les Anglais quittent la Palestine, 14 mai 1948, le dernier soldat anglais rembarque. Ce jour-là, les Palestiniens arabes et les Palestiniens juifs doivent créer leur État. Le problème, c'est que les Juifs sont seuls à le faire. Les Palestiniens arabes ne veulent pas le faire parce que le faire serait reconnaître l'État d'Israël. Donc, ils entrent en guerre. Mais cette fois, ce n'est pas une guerre seulement judéo-arabe en Palestine. C'est une guerre entre le nouvel État d'Israël, qui prend le nom d'Israël dès le 14 mai 1948, et les États arabes voisins, en particulier 5 États arabes, qui envoient non pas toute leur armée, non, mais qui envoient des contingents en Palestine, avec même quelques bataillons de ci, de là, qui viennent d'autres pays. Alors, 5 États arabes, c'est l'Égypte, qui est la plus grande puissance arabe, qui dispose non pas de la meilleure armée, mais en tous les cas des contingents les plus nombreux. C'est la Jordanie qui dispose de la meilleure armée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été formée par les Britanniques et qu'elle est commandée par un Britannique, le général Glubb, qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle Glubb Pacha.
Bon, par les... Donc elle est commandée. Donc il est resté, il n'est pas parti. Il est resté, mais c'est au nom de la Jordanie qu'il commence cette armée. Mais une armée qui est entraînée par les Anglais, équipée par les Anglais, et qui est sans doute la meilleure armée sur le plan militaire. Bon, la Syrie, le Liban, ces quatre États-là, sont frontaliers, et l'Irak, qui n'est pas frontalier, qui envoie également un contingent. Alors, ils n'envoient pas toutes leurs armées, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas 5 armées qui envahissent, non, ce sont 5 contingents des armées. Pourquoi ? Parce que ces États qui sont des États fragiles ont besoin de garder une partie de leurs troupes à l'intérieur pour maintenir l'ordre. Tout simplement, ils ont peur d'un soulèvement général. C'est combien à peu près ça veut dire quoi, 5 contingents 5 contingents, ça veut dire entre 5 et 10 000 hommes par contingent, parfois plus. La Légion arabe, par contingent. La Légion arabe de Gleb Pacha, elle, c'est une véritable armée. Et elle, ce n'est pas un contingent qu'elle envoie, c'est toute l'armée qui est engagée sur le terrain. D'accord. Bon. Sur le terrain qui est le terrain central. Donc les Égyptiens, c'est le sud. La Légion jordanienne, c'est l'est. La Syrie, c'est le nord-est. Le Liban, le nord. Et les Irakiens traversent la Syrie. C'est un encerclement. C'est un encerclement. Un encerclement mortel parce qu'en gros, l'équilibre des forces à peu près garanti entre la milice juive Haganah qui va devenir Tsahal et les contingents arabes, les 5 contingents arabes, mais qui ont déclaré que c'était une guerre à mort et qu'il n'y aurait pas d'État juif, que les Juifs seraient repoussés à la mer et peut-être même massacrés. Donc c'est vraiment ce programme-là. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout ? On n'en sait rien. Mais en règle générale, les Juifs ont appris à se méfier et à prendre les menaces au sérieux. Ils sont payés pour cela, je dirais. Les menaces du génocide nazi, Hitler les a constamment martelées depuis 1919-1920 et ils sont allés jusqu'au bout. Oui. Bon, donc si un peuple génocidé a bien des raisons de croire à ces génocidaires, c'est bien celui-là. Comme les Arméniens sont habilités à croire les menaces de mort des Turcs. Bon. Donc voilà ce qui s'est passé en 1948. D'une guerre intra-palestinienne, on est passé à une guerre israélo-arabe. Donc comment réagit Israël concrètement ? Israël est envahi donc sur tous les côtés. C'est un territoire minuscule, absolument minuscule. Il faut toujours rappeler ça. Les chancelleries occidentales, Paris, Londres, Washington en particulier, sont convaincus de l'échec des Israéliens. Est-ce qu'on peut rappeler la grandeur de... Oui. Alors, je veux dire que quand je dis qu'ils sont convaincus de l'échec des Israéliens, les reporters de guerre en sont convaincus et les diplomates ne donnent pas cher du futur État. Pourquoi ? Parce que le futur État ne constitue pas un territoire d'un seul tenant, c'est un archipel. Voilà. C'est un archipel de territoires juifs. Si vous voulez, la côte, sur 10 km de large entre Haïfa et Tel Aviv. 10 km Oui, sur 10 km de large. C'est ça. Bon. C'est-à-dire que les blindés, en 1 heure de temps, peuvent couper le territoire en deux. Le nord, quelques poches de peuplement en Galilée orientale, pas en Galilée occidentale, et une poche de peuplement autour de Jérusalem, et un désert du Negev qui a quelques poches de peuplement juif et qui est globalement vide. Bon. C'est ça le futur État d'Israël, des îlots de peuplement juif, et encerclé par des contingents de 5 armées, plus le combat palestinien qui continue, quand il peut continuer. À l'intérieur, donc. À l'intérieur. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'État d'Israël encore formé, il y a un encerclement de tous les côtés, avec des menaces de mort qui ne font pas partie de la propagande israélienne. Toutes les archives sont là pour le prouver. Des menaces de mort où le secrétaire général de la Ligue arabe a dit dès 1945, ce qui va se passer, ça sera pire que les massacres des croisés, pire que les massacres des Mongols. Il le dit, il s'appelle Azam Pacha, il le dit, tout le monde peut retrouver ses écrits. Bon, les Palestiniens disent à peu près la même chose. Le moufti de Jérusalem, qui n'est pas sur place, qui est à Beyrouth, qui continue à être le chef numéro 1 du mouvement palestinien, n'a jamais caché. Collaboré avec les nazis. Profondément collaboré avec les nazis et encouragé la solution finale, c'est un autre sujet et on pourra en parler longuement. Bon, le moufti de Jérusalem n'a jamais caché son désir d'en finir avec tous les Juifs. Il l'a dit à plusieurs reprises, que les Anglais nous laissent libres en Palestine et nous saurons nous occuper des Juifs. Voilà. C'est pas la peine d'être grand linguiste pour savoir ce que ça veut dire nous occuper des Juifs. Ça fait quand même pas mal de forces hostiles. Comment fait Israël pour s'en sortir ? Israël mobilise tous ses hommes valides et ses femmes valides. Tout le monde. C'est-à-dire qu'en mobilisant cette petite communauté de 600 000 hommes, tous les hommes à partir de 18 ans jusqu'à 50 ans, plus toutes les femmes en âge de porter les armes, ils arrivent à un effectif de presque 100 000, 120 000 combattants. Mais ce qui va faire la différence, donc supérieur au contingent arabe, ce qui va faire la différence en nombre d'individus. En nombre, oui, ça, on ne le dit pas assez, ils sont supérieurs en individus et aguerris. Pourquoi aguerris ? Parce qu'une grande partie d'entre eux ont combattu dans l'armée britannique. Ils ont une expérience de la guerre sur le front italien, puis sur le front allemand, entre 1943 et 1945.
une expérience de la guerre que n'ont pas les Arabes, parce que les Arabes palestiniens, durant la guerre, se sont très faiblement enrôlés dans l'armée britannique. Le rapport est de 1 à 6. Si vous voulez, il y a eu environ à peu près 23 000 Juifs qui sont enrôlés dans l'armée britannique pour beaucoup moins d'Arabes palestiniens. Et ça a joué. Bon. Et d'autre part, il y a toutes ces forces juives de l'ancienne Haganah qui ont une expérience militaire depuis 1920-21, qui ont été entraînées parfois par les Anglais de Wingate. C'est un officier britannique d'origine écossaise profondément philosémite et philo-sioniste qui les a aguerris et qui est à l'origine de leur troupe d'élite qui s'appelle le Palmach en 1941. Donc ils ont une expérience militaire dont ne disposent pas les Palestiniens. La Haganah, en fait, est sous commandement britannique, c'est ça ? Non, la Haganah est une force indépendante à l'époque du mandat britannique. Et quand l'État est créé, le gouvernement provisoire d'Israël, dirigé par Ben Gurion, décide de réunir les différentes milices. D'accord. Pourquoi ? Parce que s'il y a un État, il n'y a qu'une seule armée. Et qui va s'appeler Tsahal. Et qui va s'appeler Tsahal, qui est un acronyme. Ça veut dire Tzava Haganah les Israël, ça veut dire armée de défense d'Israël. Vous prenez les premières syllabes des 3 mots, ça fait Tsahal. Et tout le monde a adopté ce terme. Tout le monde a adopté ce terme en pensant que c'est un terme maléfique, comme une sorte de complot mondial, une pieuvre. Non, c'est tout simplement l'acronyme de l'armée d'Israël. Vous savez, avec les Juifs, on est toujours dans la légende noire. Bon, donc Tsahal, c'est la pieuvre noire. Bon, non, c'est l'armée de défense d'Israël. Et cette armée, elle est plus nombreuse que les armées arabes. 100 000 hommes. Et ça, c'est important parce que la plupart des gens pensent le contraire. Les Arabes sont plus nombreux, non. Mais surtout, ils ont une expérience militaire qu'en face, ils n'ont pas, sauf la Légion arabe de Glob Pacha, qui sait très bien se battre. Et d'autre part, ils bénéficient... Donc de Jordanie. La Jordanie, pardon. Et ils bénéficient à partir d'avril 1948 des livraisons d'armes achetées chez les Tchèques avec le feu vert de Staline. Et avec quel argent ? Avec l'argent de la diaspora américaine. C'est la diaspora américaine qui a donné énormément d'argent, 100 millions de dollars, lors de 2 collectes différentes, organisées en particulier par Ben Gurion d'abord, par Golda Meir ensuite. Et c'est cet argent-là qui va permettre d'acheter des armes, parce que la communauté juive de Palestine elle-même n'est pas fortunée, le moins qu'on puisse dire. Faisons un petit arrêt sur image sur cette diaspora américaine. Oui. Quand est-ce qu'elle s'est formée ? Où est-ce qu'elle est située ? Alors, cette diaspora américaine, elle s'est formée depuis la fin du 19e siècle, surtout après 1882. Avant 1882, vous avez des Juifs aux États-Unis, bien sûr, et depuis des décennies, mais en relativement petit nombre. En revanche, lorsque le premier congressionniste est créé en 1897, il y a déjà 1 million de Juifs. D'où viennent-ils ? Ils viennent massivement d'Europe orientale. C'est un judaïsme ashkénaze à 95% qui parle le yiddish, qui reconstitue ses communautés sur la côte est des États-Unis. New York, Boston, etc. Mais surtout New York, qui va devenir une ville juive très impressionnante. Mais progressivement, ces communautés vont se déliter. L'usage du yiddish va disparaître à la 2e génération et encore plus à la 3e, qui vont donc s'américaniser, mais qui ne sont pas encore politiquement puissants en 1897. Et le fait est qu'en 1897, lors du premier congressionniste, il n'y a aucun délégué américain. Bon. En revanche, en 1948, c'est une communauté qui est infiniment plus forte. Pourquoi ? Parce qu'entre 1882, date des premiers départs de masse des Juifs russes, et 1924, date des lois des quotas où les États-Unis ferment leurs frontières aux Italiens, aux Slaves et aux Juifs, sans le dire explicitement, mais fermer ses frontières à l'Europe de l'Est, c'est la fermer également aux Juifs et pas seulement aux chrétiens. Bon, pour des raisons X qui n'entrent pas dans notre sujet ici. Eh bien, durant 40 ans, vous avez une immigration massive qui fait que la communauté juive américaine passe de 1 million à 4 millions d'individus. C'est devenu un groupe de pression énorme, ce qui fait que le judaïsme américain, inexistant aux congressionniste... Mais alors, il y a plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël à cette époque ? Ah oui, bien sûr. Enfin, si combien je dis de fois 4 plus millions, si je dis 4 millions en 1924, en 1924, combien de Juifs dans le foyer national juif ? Au grand maximum, 110 000, 120 000. C'est très peu. Bon. Et en 1948, face à 5 millions de Juifs américains, les Juifs de Palestine représentent 600 000 personnes, pas plus, donc presque 10 fois moins. Mais ces Juifs américains, qui ne sont pas tous riches, il ne faut pas tomber dans le fantasme des Juifs riches, non, les grandes fortunes américaines ne sont pas juifs du tout. Non, mais s'ils sont aussi nombreux, même les s'ils donnent Rockefeller, très peu... Voilà. C'est un judaïsme américain qui n'est pas entièrement sioniste. C'est une grosse erreur de le croire. Il y a énormément de bundistes, énormément de gens très engagés à gauche qui ne croient pas au projet sioniste. Mais cette communauté qui est relativement peu sioniste avant 1939, le génocide fait sur elle un choc moral, psychique terrible
qui fait que même là, certains se disent il n'y a pas d'autre solution que créer un État juif pour mettre notre peuple à l'abri, et ils vont cotiser. Et lorsque Ben Gurion arrive en 45-46 pour faire une première tournée de conférences pour pousser les Juifs américains à donner, et Golda Meir à sa suite, ils vont donner au-delà des espérances. Ils vont donner, première fois, 50 millions de dollars. C'est souvent des chèques de 10 dollars, de 5 dollars. Il y a certes de gros donateurs qui vont donner 100 000, mais la plupart sont des petits dons. Et avec Golda Meir, c'est la même chose. Au total, c'est une somme conséquente qui leur permet d'acheter les armes tchèques, les mitraillettes, les mitrailleuses, même les canons et même les premiers avions de la force israélienne, pas beaucoup, une dizaine au maximum, qui arrivent en Palestine à partir d'avril 48. C'est à l'époque encore du mandat britannique. Les importations d'armes sont interdites. Elles arrivent évidemment camouflées, démontées, etc. Mais à partir du 14 mai 48, elles arrivent au grand jour. Donc ce ne sont pas les Occidentaux qui ont vendu des armes. Non. C'est le bloc de l'Est qui a vendu des armes avec l'accord de Staline et avec l'argent, non pas des États-Unis, mais de la diaspora américaine. Ce n'est pas la même chose. Les États-Unis n'ont débloqué aucun dollar. Et pour cause, le gros de l'appareil d'État américain était hostile à la création d'Israël. Comme l'Europe occidentale, la France Non, la France y était plutôt favorable. Et la France a aidé entre autres par une solidarité idéologique entre les socialistes français et le mouvement travailliste israélien, c'est-à-dire la gauche israélienne qui dirige l'État et qui tient l'État en main et qui le tiendra d'ailleurs pendant 30 ans encore après l'indépendance. Et le Royaume-Uni qui s'est retiré est dans la neutralité. Le Royaume-Uni est dans la neutralité. Le Royaume-Uni n'a qu'une ambition, c'est de se retirer de ce guêpier palestinien, ce qu'il faut en 1948, avec au Royaume-Uni une opinion publique et surtout une armée présente sur le terrain qui est relativement peu favorable aux sionistes, non pas seulement par antisémitisme, mais essentiellement parce que les Anglais ont eu beaucoup de mal et du fil à retordre avec les milices juives entre 45 et 48. Cette relation tendue qui devient une relation de haine entre les deux mondes. Bon. Donc il se retire complètement. Oui. Très bien, donc on peut revenir. Donc, la guerre écrase en fait les forces adverses. Les Israéliens écrasent les forces adverses. Pas tout de suite. La guerre a connu 3 phases. J'ai eu des trêves entre. La première phase est une phase très délicate pour les Juifs qui sont sur la défensive partout, encerclés partout. C'est une phase où ils arrivent à contenir les offensives arabes en perdant beaucoup d'hommes, énormément. Donc ils contiennent plutôt. Ils contiennent. Ils n'arrivent pas à passer à la contre-offensive. Ils contiennent. Les armes arrivent. Et c'est dans la contre-offensive à partir de juillet 48. Il y a eu une trêve d'1 mois. En juin, du 10 juin au 10 juillet. Le 10 juillet 48, ils reprennent l'offensive. Et là, la guerre dure très peu, à peine 10 jours. La partie arabe demande le cessez-le-feu parce qu'ils sont là, cette fois, en difficulté. Les Juifs acceptent le cessez-le-feu parce qu'ils sont eux aussi épuisés. Mais là, ils ont repoussé l'offensive et ils commencent à relier entre elles les poches de peuplement juif. Savoir que ça commence à ressembler à un État. Et il y aura une trêve qui n'a pas de limite de durée, mais qui va être violée à plusieurs reprises, entre autres par les Israéliens d'ailleurs, qui veulent occuper le territoire que leur a alloué les Nations Unies. Donc ils vont occuper un certain nombre de zones contre des armées arabes qui sont, elles, sur la défensive à ce moment-là, des contingents qui battent en repli, et une légion arabe qui n'intervient plus. Pourquoi ? Parce que la légion arabe a obtenu ce qu'elle voulait, mais elle ne va pas au-delà. La Légion arabe, c'est l'ensemble des... c'est une coalition. Non, la Légion arabe, c'est uniquement la force de Jordanie. De Jordanie, d'accord. On l'appelle la Légion arabe. C'est la seule force aguerrie, bien entraînée, bien armée par les Anglais. Et cette force-là, qui aurait pu faire la décision, elle n'intervient pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle va jusqu'au bout de ce qu'elle désirait, c'est-à-dire que le roi Abdallah de Jordanie, qui dirige la Légion arabe, a voulu s'emparer des territoires de la Palestine arabe. Et il a fait une sorte de marchandage avec les Israéliens. Vous me laissez mettre la main sur la Palestine arabe telle qu'elle a été proposée par l'ONU et je vous laisse libre d'agir, sauf sur Jérusalem. Donc, je n'interviendrai pas si on arrive aux lignes qui ont été préconisées par les Nations Unies. C'est ce qui va se passer. Donc, à partir de mai 48, ou début juin 48, la Légion arabe s'est emparée des territoires qu'elle convoitait. Mais elle ne va pas au-delà. Donc c'est une sorte d'accord entre Israël et la Jordanie. Un accord qu'a voulu le roi Abdallah et dont les Israéliens profitent. On ne voit pas pourquoi ils auraient dit non à cet accord qui les favorise. Mais en revanche, sur Jérusalem, il n'y a aucun accord. Et là, sur Jérusalem, il y a une bataille féroce entre la Légion arabe de Jordanie et les Israéliens pour s'emparer de la ville. Et les autres États et les autres contingents, eux, sont sur la défensive partout. Les Égyptiens s'approchent très près de Tel Aviv, venant du sud.
Ils prennent Ashkelon, Ashdod, et finalement, ils sont repoussés par les brigades juives, qui va ensuite étendre son offensive jusqu'au Negev. C'est-à-dire que les Juifs s'emparent de territoires que les Nations Unies leur ont alloués, mais dans leur offensive, ils vont même plus loin et ils acquièrent une partie de territoire que les Nations Unies ne leur ont pas alloué. Pourquoi ? Les brigades juives, c'est Tsahal ? C'est Tsahal, c'est déjà l'armée. C'est Tsahal. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas laisser derrière leur ligne de communication des populations qui leur sont hostiles, qui seront demain une cinquième colonne, qui, si elle en a les moyens, passera à l'acte et finalement ira jusqu'au massacre, comme ils l'ont toujours dit. Donc c'est pour des raisons de sécurité qu'ils ne veulent pas laisser des armées ennemies derrière eux et que lorsqu'ils sont en présence de villages arabes qui sont hostiles, puisqu'ils les connaissent depuis 30 ans, les villages arabes, ils ont un service de renseignement qui s'appelait le Shai, qui est parfaitement au courant, quand ils savent qu'ils laissent derrière eux des ennemis qui ont juré leur mort, ils les expulsent. C'est dans ce cas-là qu'il y a eu expulsion. Mais c'est ça qui va donner les réfugiés ? Bien sûr. Quand ils savent qu'il y a des villages arabes qui peuvent éventuellement collaborer avec eux, ils n'expulsent pas, par exemple, dans les cas des villages chrétiens. Il y a eu très peu d'expulsions autour de Nazareth, des villages. Mais dans certains cas de villages arabes, trop près de Tel Aviv, trop près de l'aéroport international, et qui ont prouvé durant les 30 ans, 40 ans qui précèdent que c'était des ennemis mortels, ils les expulsent. Donc, la fameuse Nakba palestinienne, 750 000 réfugiés... À la Nakba. On y vient. La Nakba palestinienne, c'est le seul point d'accord sur le chiffre, c'est 750 000 réfugiés. Bon, alors, est-ce qu'ils ont tous été expulsés ? Non. Alors déjà, mais où se trouvent ces populations ? Un petit peu partout sur le territoire. Les villages arabes, il y en a partout. Il suffit de regarder une carte, il y en a partout des villages arabes. Et donc c'est eux auxquels on force en fait à partir. Mais pas tous. C'est-à-dire que dans ces zones qui ont été conquises par l'État d'Israël et que l'ONU leur avait reconnues, et des zones que l'ONU ne leur a pas reconnues, mais dont ils s'emparent quand même. Bon. Mais ce qu'a fait Abdallah en s'emparant de la zone qui va de Ramallah, de Jenin à Naplouse jusqu'à Ramallah et jusqu'à Hébron. Donc ce qu'on appelle la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est une zone que ne leur a pas reconnue les Nations Unies. Cette zone devait être l'État de Palestine et le roi Abdallah l'empêche de devenir la Palestine. Bon. Pour le contrôler ? Pour la contrôler et pour l'annexer, car ils l'ont annexée. Ils ont accordé la nationalité jordanienne à tous les habitants. Bon. Les Juifs s'emparent d'un certain nombre de territoires pour des raisons de sécurité, pour avoir des frontières un peu plus défendables. Et malgré tout, à la fin des combats, elles ne sont pas vraiment défendables. Et puis pas des ennemis de l'intérieur. Et pas des ennemis de l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se passe avec les 750 000 ? Sont-ils tous des réfugiés ? Non. Ils sont réfugiés, bien sûr, pardon, mais ils ne sont pas tous expulsés. Voilà. Combien d'expulsés ? Probablement la moitié. La moitié ont été expulsés manu militari par les Israéliens, pour les raisons que je viens de dire. Donc les 75 000 personnes. 750 000. Oui, pardon, excusez-moi. Sur les 750 000, vous pouvez estimer qu'il y a facilement 350 000 à 400 000 qui sont bel et bien expulsés par les Israéliens et qui justifient cette expulsion par un réflexe de survie. Est-ce qu'on peut laisser derrière nos lignes des gens dont on sait depuis 30 ans et 40 ans qu'ils veulent notre mort et qu'ils passeront à l'action dès qu'ils en auront la capacité ? Ils ne peuvent pas, c'est un réflexe de survie. À partir du moment où vous avez juré notre mort, vous avez juré de nous expulser ou pire de nous massacrer, nous prenons les devants. Surtout dans un cas d'encerclement arabe. Total, nous prenons les devants et par un réflexe de survie, si nous voulons que notre État soit viable, nous devons finalement vous chasser. Ce qu'ils font. Bon. Et l'autre moitié sont des gens qui fuient la guerre, tout simplement. C'est-à-dire que dans tous les théâtres de guerre, les civils ont fui les bombardements. Pourquoi voudrait-on qu'uniquement dans cette zone-là de la planète, il n'en soit pas ainsi ? Je rappelle qu'en 1914, des millions de civils fuient la Belgique et le nord de la France devant l'avance des armées allemandes. En 1940, c'est la même chose avec le mouvement tournant des Allemands par les Pays-Bas et la Belgique. Et ensuite, en fonçant par la frontière belge et les Ardennes, les Allemands pénètrent en France. En fait, résultat, c'est très important de préciser, résultat en juin 40, 8 millions de réfugiés. Oui. Bon. Mais en fait, ça ne fait pas trop de différence. Qu'ils soient poussés par la guerre ou par l'armée, ça ne fait pas de différence. Mais politiquement, c'est une différence parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de s'écharper sur cette question de la Nakba. La Nakba, c'est à la fois des expulsés et des réfugiés, comme dans tout conflit. Et c'est 750 000 personnes. Voilà. La vraie question, ce n'est pas la Nakba. Parce que des réfugiés, il y en a toujours eu dans tous les conflits. Qu'est-ce que ça veut dire, la Nakba ? La Nakba, ça veut dire la catastrophe en arabe. Et il y a même des réfugiés juifs dans ce conflit. Les réfugiés juifs viennent de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem. Ils sont expulsés par les combats. Ce sera des réfugiés juifs dont on ne parle jamais. Certes, ils sont moins nombreux que les autres, beaucoup moins nombreux, mais ils existent, puisque le quartier juif a été
a été envahi par les puissances arabes, par la Légion jordanienne. Les synagogues ont été dynamitées, les cimetières ont été profanés, etc. Et il y a eu plus de 10 000 à 20 000, je crois, réfugiés juifs qui ont été obligés de quitter ces zones-là pour aller se réfugier en territoire juif. Bon. Non, la vraie question, c'est pourquoi ces 750 000 réfugiés, en 1948, qui sont une goutte d'eau dans l'océan de réfugiés post-Seconde Guerre mondiale. Je rappelle, 12 millions d'Allemands ont été expulsés des territoires de l'Est, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Pologne surtout, et même d'Union soviétique, et même de Crimée, et ont été réintégrés dans l'Allemagne qui va s'appeler l'Allemagne de l'Ouest en 1949. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont réfugiés ? Non, ce sont des Allemands parmi d'autres. Est-ce que les Allemands sont réfugiés, les enfants ou leurs petits-enfants ? Personne. Donc on est réfugiés de père en fils, c'est ça ? On est réfugiés ici de père en fils parce que le problème est politique. On a entretenu le problème des réfugiés artificiellement en maintenant ces gens dans des camps pour ne pas avoir à admettre l'existence de l'État d'Israël. La vérité, elle est aussi limpide que ça, et toute simple que ça. Des camps dont personne ne voulait. Personne ne voulait. Pourquoi seulement dans cette petite portion du territoire grande comme la Bretagne, le problème des réfugiés n'a pas été réglé, alors que depuis 80 ans, certains sont encore, entre guillemets, dans des camps qui sont devenus des villes, entre parenthèses. Ce ne sont pas des camps de toile, c'est fini ça. Ce sont des bâtiments qui ont été construits et qu'on continue à appeler des camps. Et pourquoi ce problème des camps n'a pas été résolu ? Parce qu'il fallait entretenir l'abcès pour réfuter la légitimité de l'État d'Israël. C'est aussi simple que cela sur le fond, au-delà des propagandes. Il y a une autre raison, c'est parce que tout simplement les pays, la Jordanie, la Syrie, ne veulent pas les intégrer. Alors, sur la Jordanie, ce n'est pas tout à fait vrai, mais là où il y a eu des réfugiés, reprenons le détail, faisons de l'histoire et pas dans la propagande. Quand on regarde le chiffre de 750 000 réfugiés qui ont quitté leur maison, leur patrie, bon, 75% d'entre eux ou 80% d'entre eux restent en Palestine. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'un réfugié qui quitte la zone de Afula ou de Haïfa ou de Jaffa, qui sont Jaffa est une grande ville arabe, était une grande ville arabe. Haïfa est une ville mixte, mais avec une forte communauté arabe, 50% à peu près. Ils quittent leur patrie et leur maison, c'est évident. Mais où vont-ils pour la majorité d'entre eux ? Ils vont à Jenin, ils vont à Naplouse, ils vont à Ramallah. Combien de kilomètres entre Haïfa et Jenin ? 45, 50. Voilà. C'est comme si j'étais réfugié de Paris et que je me réfugiais à Fontainebleau. C'est à peu près cela. Mais ils sont en Palestine. Ramallah, c'est la Palestine. Naplouse, c'est la Palestine. Hébron, c'est la Palestine. Jenin, c'est la Palestine. Donc, si un réfugié de la guerre de 14-18 quitte l'île pour Hasbrook, qui est toujours dans le nord, on ne peut pas continuer à l'appeler réfugié 80 ans après. C'est totalement ridicule. Donc, la majorité d'entre eux restent en Palestine. 20% sont accueillis dans des territoires étrangers. Enfin, en territoire palestinien, puisqu'il n'y a pas d'État de Palestine. Oui, il reste en territoire palestinien. Certes, ce territoire a été acquis par la force et illégalement par le roi Abdallah. Mais ce n'est pas l'État d'Israël qui a empêché l'État de Palestine de naître. C'est le roi Abdallah. Que les Israéliens en aient tiré profit, c'est une chose, mais ils n'en sont pas l'initiative. Donc vous voulez dire que les Jordaniens assimilent les Palestiniens ? Alors eux, oui, et ils sont logiques avec eux-mêmes. Dès lors qu'ils annexent leur territoire illégalement, vu les décisions de l'ONU, ils leur donnent immédiatement la nationalité jordanienne et donc ils leur permettent d'être scolarisés, de trouver un emploi, un logement, etc. Et ceux-là deviennent jordaniens. D'accord. Alors parlons des autres populations. Et c'est ce qui explique que la majorité de la population jordanienne d'aujourd'hui en 2026, on dit 60-70% à peu près, est d'origine palestinienne. Bon. Les autres, les 20-25% qui restent, Syrie, Liban, et pour très peu d'entre eux, 1%, l'Égypte. Ceux-là, en revanche, vous avez raison de le dire, ne sont pas intégrés et sont dans des camps. Des camps qui existent encore au Liban. Donc même des vrais camps avec des toiles, si vous voulez. Au début, c'est avec des toiles. Comme tous les camps d'immigrants, c'est avec des toiles, des réfugiés. Au même moment, l'État d'Israël accueille des réfugiés juifs du monde arabe qui vont vivre des années sous les tentes de toile, puis des années encore sous des baraquements préfabriqués, où on crève de chaleur l'été, on crève de froid l'hiver, ce qu'on appelle les Mahabarot, qui vont durer 10 ans à peu près. Bon. Là aussi, il y a eu des réfugiés. Mais ils ont été intégrés. Aujourd'hui, il n'y en a plus un. Il n'y a plus un seul de ces camps. Il n'y a plus une seule de ces Mahabarot, comme on dit. Ils sont tous intégrés. Et qu'ils aient vécu des années difficiles et, comme ils le disent eux-mêmes, manger de la vache enragée, bien sûr, comme tous les réfugiés du monde. Sauf qu'ils ne sont plus réfugiés aujourd'hui et leurs enfants ne sont pas réfugiés. Même s'ils ont tout quitté au Maroc, ou en Irak, ou en Syrie, ou ailleurs, et dépossédés de tout, d'ailleurs. Bon.
On estime qu'aujourd'hui, les biens juifs laissés en terre arabe se montent à 270 milliards de dollars. À peu près, c'est une estimation faite par les associations il y a à peine quelques mois. Ces Palestiniens du Liban, de Syrie, ne sont pas intégrés, effectivement. Ils n'ont pas le droit de travail. Ils n'ont pas le droit au logement comme un citoyen libanais. Et n'ayant pas le droit au travail, ils sont forcément assistés. Et cet assistanat, c'est l'assistanat régenté par les Nations Unies, par l'UNRWA, qui va créer une agence spécialisée pour les Palestiniens en 1950, l'UNRWA, et qui a fait que le problème palestinien a été entretenu artificiellement, alors qu'il y avait tous les moyens et tout l'argent possibles et imaginables pour intégrer, construire de vrais immeubles, construire de vraies cités, créer des emplois, instruire cette jeunesse, l'alphabétiser, etc., etc. Bref, les sommes immenses qui ont été employées dans la guerre et les sommes immenses qui ont été employées par le Hamas il y a quelques années seulement pour créer 500 km de tunnels sous Gaza auraient pu être employées pour cela. Ça ne l'a pas été. Pourquoi ? Pour des raisons strictement politiques. Alors, l'UNRWA, au départ, a un mandat donc, pour permettre l'assimilation de ces réfugiés. Non, pour s'occuper de leur survie. Sur Simplement le plan pour sanitaire, de leur éducatif et alimentaire. Et ils ont fait leur travail dans ce domaine. Et à quel moment ça à devient aucun moment, les réfugiés palestiniens politique. au Liban ne sont devenus libanais. C'est bien là que le bas blesse. C'est ça, mais à quel moment l'UNRWA devient plutôt... Ah, ça, c'est une question d'histoire contemporaine. À partir de quand verse-t-il complètement du côté palestinien? Ne sont-ils plus neutres et objectifs comme devrait être une agence des Nations Unies? Ça n'est pas de mon ressort, ça n'est pas de ma compétence. C'est plus tardif. Mais là, je ne peux pas prononcer. Mais en revanche, sur le fait que le problème est entretenu artificiellement, il y a un article fabuleux de Tibor Mende dans Le Monde, en mai 1950, un reportage que Le Monde ne pourrait pas publier aujourd'hui, mais c'est un reportage fabuleux que je cite dans le livre à paraître sur les origines du conflit israélo-arabe, version longue aux presses universitaires de France. Je cite ce texte de Tibor Mende dans Le Monde, qui est extraordinaire, où il dit lui-même, après avoir interrogé tant et tant et tant de personnes dans les camps, et il interroge même d'ailleurs des notables palestiniens qui ne sont pas dupes, qui savent très bien qu'on les maintient dans cet état de misère, de semi-misère, pour des raisons qui leur échappent complètement. Les grandes victimes de cette catastrophe sont les Palestiniens eux-mêmes, bien sûr. Ça a été dit 1000 fois, et il faut encore le redire. Bon. Alors aujourd'hui, c'est devenu un mythe, la Nakba. Bien sûr. C'est devenu un cri de ralliement. Et c'est devenu un cri de ralliement par mimétisme avec les Juifs. À la Shoah correspond la Nakba. Aux réfugiés juifs d'hier correspondent les réfugiés palestiniens d'aujourd'hui. À la souffrance juive d'hier correspond la souffrance palestinienne d'aujourd'hui. Tout se passe comme si tout se faisait par mimétisme vis-à-vis des Juifs. Et ce que je disais tout à l'heure du musée de Ramallah est très frappant. Comment, après la première photo de la cueillette des olives, la deuxième photo, c'est le congressionniste. Comme s'ils n'existaient pas par eux-mêmes. Il fallait toujours se regarder en miroir et se construire en miroir de l'ennemi israélien. Bon, aujourd'hui, c'est ainsi que ça se fait. Aujourd'hui, il y a une réalité palestinienne. Donc, c'est le début du palestinisme. C'est le début du palestinisme qui est devenu une véritable idéologie aujourd'hui. Comment vous le définiriez, vous, le palestinisme ? Aujourd'hui, le palestinisme est devenu une sorte de cause sacrée, mais qui est bien plus importante que la cause du Vietnam dans les années 60, parce que c'est une cause qui mobilise les passions les plus anciennes des économies psychiques du monde chrétien et du monde musulman. Le Vietnam ne mobilise pas les imaginaires chrétiens et musulmans, pas du tout. Le Vietnam a été un véritable engagement politique de toute une jeunesse occidentale, les fameux comités Vietnam des années 60, les mobilisations de masse en faveur du Vietnam, du Viet Cong, du Vietnam du Nord, etc., qui s'égrènent tout au long des années 60 jusqu'en 72, 73. Mais après, ça s'arrête. Les accords de Paris, ben oui, après les accords de Paris, c'est fini. Mais c'est terminé, ça ne mobilise pas passionnément les foules. Ici, on a bien vu que dans les mobilisations pour la Palestine, on a des mobilisations gigantesques dans des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis. La France, c'est un peu moins, si vous voulez. Des mobilisations qui ne sont focalisées que sur ce conflit. On l'a vu de façon caricaturale avec la tragédie iranienne. 30 000 morts en 2 jours, 8 et 9 janvier 2026. Pas un manifestant dans les rues, sauf des Iraniens et quelques Français, dont nous-mêmes, c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. 1000 personnes, à peine. C'est-à-dire que ces conflits-là n'intéressent personne. C'est ce conflit-là en particulier, ce fameux palestinisme qui mobilise. Pourquoi ? Il mobilise parce qu'il permet à ce que j'appelle les économies psychiques du monde chrétien et du monde
chrétien occidental et du monde musulman, de se mobiliser contre les juifs sans verser dans l'antisémitisme. Il permet par le biais de l'antisionisme... Sans avoir l'air de verser dans l'antisémitisme. Oui, sans avoir l'air. Vous avez raison de préciser, mais j'allais venir, vous avez 1000 fois raison de préciser. Il permet d'être, comme le disait Yankelevitch il y a plus de 50 ans, d'être démocratiquement antisémite, d'être progressistement antisémite, d'être la version progressiste et de gauche, finalement, du racisme. D'un racisme évidemment décomplexé, qui ne vise que les juifs et parce que juifs, et qui donne raison à ce fameux slogan abominable « No Jews, no news ». C'est ce qui s'est passé avec l'Iran. Il n'y a pas de juifs dans le conflit en Iran, malheureusement. Eh bien, vous ne serez pas couverts par les médias. On ne dira rien de vous. Et vous ne serez pas l'obsession du journal Le Monde ou de Télérama ou de certaines chaînes de radio du service public. Bon, c'est ça qui a joué. C'est-à-dire que si on fait abstraction de l'histoire longue de l'Occident et de l'histoire longue de l'islam, on ne comprend rien à ce conflit. Si, par exemple, on ne démonte pas tous les grands schèmes antisionistes depuis le 7 octobre 2023, toutes les schèmes d'accusation, génocide, apartheid, famine, enfants morts de faim, mort des enfants, Tsahal ciblant les enfants spécifiquement, et si on ne les relie pas à l'histoire longue de l'antijudaïsme occidental, alors on ne comprend rien. Moi, j'ai été pendant longtemps... Non, musulmane aussi, mais pour l'instant, je parle de l'Occident. En tant qu'historien aussi de la Shoah pendant plus de 20 ans et de l'antisémitisme, j'ai lu un certain nombre de thèses très importantes, malheureusement pas traduites en français, qui montrent comment... Au Moyen-Âge, le juif est associé au signe du mal et de l'infamie et du diable. Eh bien, quand vous reprenez ces études des années 40, par exemple, en anglais, et vous les appliquez à ce qui s'est passé récemment depuis 2023, vous ne pouvez pas ne pas être frappé par le parallélisme. C'est la même chose, finalement. Et dans le monde musulman, c'est la même chose. À savoir que dans le monde musulman, les juifs sont des traîtres qui ont falsifié leur message, qui ont insulté la vie du prophète et qui ont même attenté à la vie du prophète, qui ont tenté de l'assassiner 2 ans avant sa mort, en lui procurant des aliments frelatés, etc. Tout ça, c'est dans la vie de Mahomet, la Sira, le texte fondamental. Sa biographie. Sa biographie, qui est bien plus important à la limite que le Coran, là-dessus, pour voir l'obsession anti-juive de l'islam classique, à savoir que vous avez 1/5 du texte de la Sira, qui est la biographie de Mahomet, qui est consacré aux Juifs. 1/5. Bon, une véritable obsession. Des textes, si je le rappelle, datent du 9e et du 12e siècle. Ce pas des textes d'hier. Bien, vous avez également en islam quelque chose qui se réveille, une véritable passion anti-juive qui se réveille, malheureusement, et qui se cristallise sur l'État d'Israël, parce que la naissance d'un État juif sur une terre considérée comme musulmane est quelque chose d'impossible à regarder, d'impensable et donc totalement impensé. C'est impossible à accepter, si vous voulez. C'est comme si l'ordre du monde était totalement renversé, que des juifs puissent être souverains sur une terre considérée comme musulmane de toute éternité, comme l'Andalousie ou comme la chrétienté. Il faut lire, il faut entendre ici les prêches divulgués par le même riz dans différentes mosquées du monde entier, y compris des mosquées occidentales, où on parle de reconquérir Rome et de reconquérir l'Andalousie. D'une part, il y a ça, et d'autre part, que des juifs commandent à des musulmans sur un État qui s'appelle État d'Israël, car vous savez qu'il y a 2 millions d'Arabes en Israël. Hein. Bon. Ouais. Donc 20% de la population. 21% de la population qui vivent exactement avec les mêmes droits que la population musulmane. Il y a des députés arabes, il y a un juge à la Cour suprême qui est arabe, et aujourd'hui, la porte-parole de l'armée israélienne pour le secteur arabe, dans langue arabe, est une arabe israélienne, hautement gradée, presque lieutenant-colonel. Oui, c'est très récent d'ailleurs. C'est l'état d'apartheid, oui, ça date de quelques jours. C'est l'état d'apartheid, bon. Et si vous allez dans les hôpitaux israéliens, je fais un cas, vous verrez le nombre de médecins arabes et d'infirmiers arabes, et vous verrez comment fonctionne l'apartheid israélien, où tous sont soignés à égalité. On est dans l'imposture totale, on est dans l'inversion totale ici. Donc, pour revenir à notre sujet, dans le cas de l'islam, idem, l'État d'Israël est très difficile à accepter, même impossible à accepter, beaucoup plus que dans le monde chrétien. Alors pourquoi dans le monde chrétien ça bloque malgré tout ? Parce que la reconnaissance d'une souveraineté juive sur la terre où a été mis à mort le Christ, c'est d'une certaine façon comme une entorse au message chrétien originel. Vous parlez de quels chrétiens ? Est-ce que ce sont les chrétiens d'Orient ? Alors les chrétiens d'Orient, très certainement. Pour les chrétiens d'Orient, c'est très fort. Les chrétiens d'Orient ont véhiculé l'antijudaïsme occidental bien avant les musulmans. Ce sont eux qui ont introduit le thème du crime rituel à la fin du 19e siècle. Ça n'a jamais existé dans l'islam, ça. Les musulmans vont s'en emparer plus tard, mais ça n'existe pas en termes musulmans. Cela. Ce sont les Arabes chrétiens, les Grecs, par exemple, qui vivent à Alexandrie, en Égypte, qui introduisent le thème du crime rituel. Et ce thème du crime rituel
dont on a l'exemple avec la fameuse affaire de Damas en 1840, est propagée par des Arabes chrétiens. Ils sont très nombreux en Syrie à cette époque. Est-ce que vous diriez que l'antijudaïsme du palestinisme a réveillé l'antijudaïsme occidental aujourd'hui? Est-ce que, je reprends votre question, est-ce que le palestinisme a réveillé l'antijudaïsme occidental? Oui, il l'a décomplexé, je dirais. L'antijudaïsme occidental a vu peser sur lui une chape de plomb après 1945. Peut-on continuer à être antisémite comme avant 1945? Quand Bernanos prononce cette fameuse phrase « Monsieur Hitler a déshonoré l'antisémitisme », on a tort d'en ricaner. C'est une phrase sincère d'un homme sincère, qui était un antisémite avant-guerre, enfin avant les années 30. Il a fait l'éloge de Drummond, on le sait, et qui a totalement divorcé d'avec ces croyances-là à la fin de sa guerre. Donc la honte du génocide perpétré par les nazis, elle imprègne malgré tout un certain nombre de consciences du monde chrétien, qu'on pense à Claudel, qu'on pense à Mauriac, etc., qui ont soutenu à fond la naissance d'Israël, à côté d'un grand nombre d'intellectuels de gauche, de Merleau-Ponty à Sartre, en passant par Camus et beaucoup d'autres. Bon, c'est vrai, mais ce veto, cette interdiction d'Auschwitz, finalement, elle a provoqué également un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité finit par devenir lourd à porter. Quand arrive le moment où on peut assimiler Israël aux nazis et on peut assimiler l'armée israélienne à la Wehrmacht et les crimes de guerre des Israéliens, car il y a des crimes de guerre dans toutes les armées, dans tous les conflits, et surtout ici, dans un conflit où les civils sont tellement imbriqués, assimilés aux forfaitures perpétrées par les nazis. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit une forme de libération de la pensée occidentale vis-à-vis de la culpabilité, vis-à-vis de la Shoah. D'une certaine façon, tout se passe comme si les Occidentaux disaient aux Israéliens « Bien, vous nous avez finalement plombé l'atmosphère avec 50 ans de culpabilité. Aujourd'hui, vous prouvez que vous ne valez pas mieux que les nazis qui ont fait ce que vous faites vous-même aux Arabes. » Bon, ça libère. Et ça libère également un antijudaïsme qui n'a pas disparu par enchantement avec Nostra Aetate. On serait naïf de croire qu'il n'y a plus du tout d'antijudaïsme dans la masse du peuple occidental. Oui, il y a les vieux schémas qui continuent à persister. Tout de même, il y a quelque chose de frappant dans la vague de diabolisation d'Israël, c'est la place importante tenue par l'Irlande et l'Espagne, qui sont deux grandes puissances catholiques. Et quand vous connaissez l'histoire de l'Espagne depuis l'Inquisition du XVe siècle, l'Inquisition commence avant l'expulsion des Juifs, vous constatez, quand vous lisez une brève histoire de l'Inquisition, vous pourrez prendre le livre de Joseph Pérez sur l'Inquisition espagnole, qui est très bon, vous constatez une obsession juive de l'histoire espagnole depuis le XVe siècle. Qu'au point que, à la fin du XVe siècle, au milieu du XVe, avant l'expulsion d'Espagne, la moitié des Juifs d'Espagne s'étaient convertis au catholicisme avant l'expulsion. Donc, il y a une véritable obsession de la présence juive en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de conversions. Et donc, dans cette obsession du sang pur et de la pureté raciale, un grand nombre d'Espagnols, un peu à leur corps défendant, se demandent s'ils n'ont pas une ascendance juive. Cette obsession anti-israélienne des Espagnols, comment l'expliquer sinon par leur obsession juive, de la question juive, alors qu'ils avaient expulsé tous leurs juifs à la fin du XVe siècle. Et puis aussi, et le geste l'Irlande de est conversion. une grande puissance catholique aussi, il ne faut pas l'oublier. Et le geste de conversion aussi peut avoir des impacts sur les générations à venir. Absolument. Dans une espèce de refoulement. Un refoulement, vous avez dit le mot exact, il y a un refoulement de la part juive et une obsession de la part juive. S'il y a tellement de convertis et s'il y a une telle obsession autour du signe juif qui est malgré tout le signe maudit, ils ont mis le Christ en croix, etc., il a été vendu pour 30 deniers, enfin toute cette fantasmagorie anti-juive impressionnante autour de la naissance du christianisme, bien sûr, on peut y trouver là la passerelle qui permet d'épouser la cause anti-israélienne, mais encore une fois, pour des motifs tout à fait honorables, défense des Palestiniens, non à une nation génocidaire, etc. etc. Bon. Pour conclure, j'ai été il n'y a pas très longtemps en Judée-Samarie lors d'un voyage en Israël et je me suis aperçue, j'ai pu voir les conditions réelles en fait de la vie des Palestiniens, de la vie des Israéliens. Et ce qui m'a frappée, c'est que les Israéliens, qui sont dans ce qu'on appelle les territoires occupés, sont en fait prisonniers, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc on dit souvent, vous l'avez dit d'ailleurs à un moment donné, les Juifs sont interdits dans cette partie-là du territoire. Oui. Alors il y a des zones A, B, C, etc. Et là, donc hier, le gouvernement français a condamné Israël qui voudrait contrôler les zones A et B
qui sont normalement interdites aux Juifs. Est-ce que... alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai vu les tunnels. C'est-à-dire les tunnels continuent à se construire du côté en Judée-Samarie. Comment expliquer ces décisions comme ça de condamnation, alors que clairement Israël est en danger par rapport à ce qui se passe et à disons, l'ambiance politique Israël très hostile. Israël vit un danger existentiel qui vient de l'Iran, bien sûr, pour l'essentiel. C'est pas un problème diplomatique pour Israël, c'est une question de vie ou de mort. Oui, c'est ça. Si le programme balistique iranien n'est pas achevé, il peut détruire les villes israéliennes. Israël n'est pas protégé contre les missiles balistiques. Bon, protégé contre les roquettes, contre des missiles de moyenne portée, mais pas ça. Ce qui se passe dans les territoires occupés, Judée-Samarie, qu'on appelle territoire occupé. On dit territoire occupé. On peut disputer la Judée-Samarie. Oui, disputé, occupé. Je ne veux pas entrer dans la polémique. En revanche, vous avez raison de parler de Judée-Samarie. Ces territoires s'appellent la Judée-Samarie et pas la Cisjordanie. C'est-à-dire que ces territoires historiquement sont toujours appelés la Judée-Samarie. Alors pourquoi ne les appellerait-on pas Judée-Samarie alors qu'on parle du Negev et de la Galilée? C'est la même chose. C'est la Judée-Samarie. Bon. Et encore une fois, j'ai parlé de Chateaubriand tout à l'heure et je pourrais reprendre le mot. Bon. Et effectivement, vous avez raison, ces Juifs-là vivent dans des enclos, d'une certaine façon. Ce sont eux, à la limite, qui vivent. Ce sont eux qui sont enfermés. Ce sont eux qui sont enfermés. Puisque les autres peuvent venir chez eux, mais ils ne peuvent pas. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que les Juifs n'ont pas accès à ces zones-là. Et quand je suis entré, venant de Jérusalem vers Ramallah, grâce au consul français, il y a un énorme panneau, bien avant Ramallah, sur la route, un énorme panneau de taille, de tôle émaillée rouge, mais gigantesque, qui en 3 langues, en hébreu, en arabe, en anglais, vous dit « Les Juifs sont interdits d'entrer sur ce territoire sous peine de mort ». C'est glaçant. Tandis que vous allez en Israël, vous avez 2 millions. 2 millions d'Arabes israéliens. Les Arabes ne sont pas interdits d'entrer en Israël. Ils y vivent. Et les Arabes peuvent même rentrer dans ces zones... Et un certain nombre de Palestiniens, beaucoup moins nombreux depuis le 7 octobre, évidemment, sont autorisés à venir travailler en Israël. Beaucoup moins qu'avant. Mais avant le 7 octobre, les Palestiniens étaient très nombreux à venir travailler en Israël. Il n'y a pas ici de refus de territoire. C'est dans l'autre sens qu'il y a un refus de territoire. Et on entend le monde occidental crier à l'apartheid, au génocide et au racisme, alors que ce sont les Juifs qui n'ont pas le droit d'entrer dans ces zones-là. Bon. Et quand on y est, d'ailleurs, on a une impression d'enfermement. De ne pas pouvoir bouger ni au nord ni au sud. Effectivement, ils sont clôturés à l'intérieur de leurs implantations. C'est tout à fait juste. Très bien. Merci, Georges Bensoussan. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura quand même une 3e séance, parce que j'aimerais bien, même si vous n'êtes pas un historien spécialiste des temps contemporains, enfin très contemporains, c'est-à-dire des 20 dernières années, vous avez quand même écrit un livre, dirigé un livre sous un autre nom d'emprunt en 2004, et j'aimerais bien qu'on en parle. Oui, c'est tout à fait faisable, bien sûr, mais on peut même également revenir sur tous ces sujets parce qu'on n'a pas parlé des conséquences politiques de la Nakba et de l'instrumentalisation à la fois de la Nakba, mais aussi de l'instrumentalisation, ou plutôt de l'occultation d'un autre problème de réfugiés qui passe sous les radars, c'est les réfugiés juifs du monde arabe. 3/4 des juifs du monde arabe se sont réfugiés en Israël sans rien, dépossédés de tout pour la plupart d'entre eux. Pas de tous, mais pour la plupart d'entre eux, sans un dollar en poche. Eh bien, nous verrons ça dans une 3e partie, j'espère. Merci, Georges Bensoussan. Merci à vous.